Bonjour, bonjour à tous, bonjour Brigitte. Bonjour Sophie. On vous présente aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter le premier thème d'actualité que nous mettons en ligne. Nous nous sommes dit effectivement que c'était intéressant de diffuser la pensée jungienne à travers des thèmes qui préoccupaient aujourd'hui un peu tout le monde, et nous d'abord. Alors, d'abord, laissez-moi nous présenter. Brigitte Vienne est psychanalyste de l'UM. Elle a été formée à l'Institut de Zurich et elle exerce à Paris. Et moi, Sophie Braun, je suis psychanalyste de Vienne aussi et je suis membre de la SFPA et j'exerce également à Paris. Nous sommes toutes les deux coprésidentes du groupe Jung et nous avons le plaisir d'animer les conférences, les ateliers de réflexion et maintenant d'initier ces petites capsules sur les thèmes d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de l'autosabotage et Brigitte, je crois que tu pourrais nous présenter ce que tu entends par autosabotage. Alors, l'idée de ces petites capsules ou de ces thèmes d'actualité, c'est simplement de donner quelques pistes, puisqu'il ne s'agit pas de faire une conférence en longueur, etc. Donc, de vous donner simplement comment des Jungiens peuvent comprendre certains thèmes. Et aujourd'hui, on a effectivement choisi l'autosabotage, qui est un problème qu'on rencontre quand même très, très souvent dans la clinique. Voilà, on a la névrose d'échec, c'est aussi comme ça qu'on a peut appeler l'autosabotage, c'est une manière de s'interdire de réussir sa vie. C'est un mécanisme inconscient, bien sûr, euh, qui est souvent caché derrière des arguments rationnels. On va voir les différents exemples et vous allez tout de suite comprendre les rationalisations qui peuvent être faites. Alors, premièrement, arriver en retard à un examen. Ah ben, je l'ai pas. C'est ma montre qui s'est arrêtée. Voilà, bon. Ou un entretien d'embauche, ou venir habillé de façon inappropriée, ou sortir très tard et s'étonner qu'on n'est pas performant le lendemain. Euh, de préparer toujours à la dernière minute pour des échéances importantes, ou être agressif, indifférent, insolent avec des personnes très importantes pour le succès d'un projet qui nous échappe. Dans les méthodes les plus courantes, si je puis dire, on retrouve la procrastination, c'est-à-dire qu'on va toujours faire demain, hein, l'évitement, donc la politique de l'autruche, voilà, non, non, il n'y a pas de problème. Le perfectionnisme qu'on trouve beaucoup, hein. Ça, c'est vraiment intéressant, le perfectionnisme, hein. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, veulent, sous prétexte d'un idéal et d'une perfection, finalement, sont toujours aussi déçus par eux-mêmes et au risque même de rien faire. Oui, oui, Non. absolument. Je crois qu'on fera peut-être une capsule spéciale sur le perfectionnisme, parce que c'est vraiment un problème qu'on rencontre beaucoup. On trouve aussi voilà, l'abandon en cours de route. On commence très bien avec beaucoup d'enthousiasme et puis on perd le peps, donc on n'avance plus, hein. Et puis ben, parfois on se crée des obstacles qui vont même jusqu'à des comportements autodestructeurs, hein, avec une surestimation ou une sous-estimation des risques. Hmm. Là aussi, on essaiera de faire un petit point d'actualité sur l'autodestruction, Ouais. les addictions, les toxicomanies, c'est hyper important. On voit ça vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on se limite effectivement à quelques thèmes moins graves que l'autodestruction, disons. Alors, ce qui caractérise l'auto-sabotage, c'est une croyance très négative, en fait, de ne pas mériter de réussir ou d'être aimé. Et il y a une peur intense de se tromper, euh, parfois de choisir d'ailleurs aussi, hein, et la peur de l'échec. Alors, quand tu parles de peur, tu ne parles pas forcément de peur consciente. C'est... Alors, la peur de se tromper ou de l'échec, ça peut être une peur consciente quand Oui, même, hein. ça peut. C'est plutôt des peurs conscientes. On verra tout à l'heure les peurs plus inconscientes, mais celles-là, elles peuvent être assez conscientes sans que la personne ait forcément l'impression que c'est à cause de cette peur-là qu'il n'avance pas. Bon, alors on voit aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être un usurpateur, un imposteur. C'est très répandu à l'heure actuelle parce que les modes d'évaluation en entreprise et de devoir sans arrêt faire ses preuves, il me semble que ça favorise ça beaucoup. Ouais.
Mm. Alors, même si les peurs peuvent être conscientes, c'est très fortement ancré dans l'inconscient. Mm. Hein. Et la personne s'en défend souvent en accusant les circonstances extérieures par projection. Je parlais de la montre qui tombe à panne, Mm. mais il y a plein d'autres moyens. Hein, et en général, c'est plus facile de trouver une cause extérieure euh, Mm. pour justifier nos autosabotages, effectivement. Et on voit effectivement l'autosabotage dans les moments particulièrement importants, porteurs de changement, et qui créent une anxiété, mais qui n'est pas forcément reconnue comme telle, Mm. effectivement. J'ai l'impression aussi, c'est juste une petite remarque, que la crainte d'être un imposteur, c'est plus chez les femmes encore aujourd'hui que chez les hommes. Il y a quelque chose, il me semble, dans l'éducation des femmes Ouais. qui crée encore ça, mais peut-être on fera aussi un Oui, petit thème alors il d'actualité y a là-dessus, hein. effectivement Mm. aussi des choses dans l'éducation des femmes Mm. qui Mm. favorisent Oui. ça. Ce qui, d'un point de vue jungien, on pourrait dire en parlant de l'inconscient collectif par rapport à l'individualité, hein, Oui, voilà, oui, hein. c'est les représentations collectives et comment elles impactent les Voilà. capacités individuelles. On a Ouais, travaillé ça cette année tout à dans les fait dans un relations entre le atelier. collectif et Mm. l'individuel. Et là, il y a effectivement quelque chose qui se joue pour les femmes. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des hommes qui soient aussi atteints du syndrome de l'imposteur, évidemment. Absolument. Mm. Donc, l'autosabotage, c'est la manière dont nous nuisons inconsciemment à nos perspectives d'avenir. C'est une sorte de protestation interne. Et en fait, c'est certaines parties inconscientes de notre psychisme, ce que Jung appelle les complexes, qui s'attaquent à nos objectifs conscients. Alors voilà, c'était un peu une présentation un peu générale. Maintenant, peut-être je vais passer la parole plus à Sophie pour parler plus de façon clinique comment on voit les choses. Oui, alors, tu t'arrêtes là sur ce que Jung appelle des complexes, hein. Et c'est vrai que dans l'analyse clinique, ce qu'on voit, c'est vraiment que ce sont des conflits intérieurs entre différentes parties de la psyché, qui est vraiment ça la représentation jungienne du psychisme, entre le moi, dont Jung dit que c'est aussi un complexe, et des contenus autonomes de l'inconscient. Par exemple, des complexes de culpabilité, des besoins de punition qui peuvent être à l'origine de comportements autodestructeurs, des besoins de dépendance aussi, hein, qui peuvent être très enracinés, notamment dans les relations archaïques, maman-bébé, par exemple. Voilà, on voit tout ça dans la clinique et qui empêche d'arriver à l'indépendance pour demander en fait, par peut-être ce besoin d'autosabotage qui vient en fait comme un appel à une attention et un soutien continu au détriment parfois de l'épanouissement personnel. C'est un peu allô, maman, bébé, bébé. Exactement. Dans ces conflits, alors peut-être l'autosabotage peut provenir de l'ombre, et peut-être tu peux nous en reparler un petit peu de ce conflit Oui, particulier oui. avec l'ombre. Alors, de façon générale, c'est un petit peu tous les contenus qui sont dans l'ombre. Hein. La partie négative des complexes, on le verra tout à l'heure. Donc l'ombre, c'est la partie refoulée de nous-mêmes que le moi ne veut pas reconnaître. Et cette partie peut contenir des désirs d'échec, de passivité, de rébellion contre les normes sociales ou familiales. Euh, on voit beaucoup même des comportements d'autodestruction par rébellion contre la notion de hiérarchie, Hum, hein, de hum. systématiquement se saboter en refusant la notion de hiérarchie et euh, d'être obligé Cette petite d'accepter partie vivante d'adolescence, mais qui Voilà, parfois on parlait de la est un rébellion peu tout mal à l'heure, placée. ouais, Voilà, hein. qui Hum, reste là. Et donc ça peut s'exprimer indirectement par des comportements de sabotage. Et si une personne échoue systématiquement dans ses projets importants, c'est une partie d'elle voudrait contrecarrer les efforts que le conscient veut mettre. Et il y a une sorte de voix intérieure qui est souvent reliée à des injonctions parentales qui rejettent le succès pour rester fidèle à une image de soi plus humble ou voire victime. Et l'injonction peut aussi souvent être liée à une sorte d'obligation de fidélité au milieu d'origine ou l'interdiction de dépasser les parents avec des conflits de loyauté. hum. Hein. Il ne faut pas quitter son milieu d'origine. Euh, Parfois, il y a des projets réels de l'entourage, mais
parfois non, c'est simplement une peur intériorisée et une injonction intériorisée Oui, il n'est pas du tout conscient. Hein, souvent. qui n'est pas consciente. Je fais juste une petite minute de publicité pour Jung là-dessus. Moi, je suis toujours étonnée qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de psychogénéalogie, et c'est vrai que c'est fondamental, évidemment, l'influence de la généalogie et de l'histoire familiale sur l'individu, mais évidemment, Jung, il parle que de ça. Enfin, en tout cas, il en parle énormément, donc c'est pas non plus, et tant mieux qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est pas une découverte non plus. Voilà. Ben oui. Petite minute publicitaire. Oui. Et, et donc, oui, on a parlé effectivement de ces injonctions parentales qui nous empêchent d'atteindre ce qu'on ne pense pas mériter ou ce que la famille ne veut pas qu'on obtienne. C'est souvent un enseignement moral rigide, une dynamique familiale autoritaire. Et parler du sentiment de trahison, mais ça va souvent avec effectivement une peur du rejet ou de l'abandon par les milieux d'origine, et ça c'est très compliqué, et ça peut conduire à l'auto-déportation. Absolument. C'est toute la question aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les transfuges de classe. Hein. Comment est-ce qu'on a intériorisé aussi, bien sûr de façon inconsciente, de l'inconscient familial qui empêche d'être déloyal et de trahir. Hein. Alors, ben, je vais encore parler de la peur de l'échec, puis après Sophie nous parlera de la peur du succès. C'est partagé. Voilà. Alors, souvent, il y a un complexe d'infériorité qui peut s'activer dès qu'un individu est sur le point de réussir, et donc il y a des pensées et des émotions qui freinent. Et c'est dans le succès génère une anxiété parce que c'est un changement, et donc on peut saboter les efforts en, pour éviter les responsabilités et les attentes qui accompagnent le succès en préférant le statu quo, même si consciemment on va se dire non, non, je veux progresser, mais dans la réalité, on reste sur le statu quo. On voit aussi comment ça se met en place avec un besoin de contrôle qui vise aussi à éviter le changement et qui nous amène à saboter notre réussite afin de maintenir un sentiment de prévisibilité et d'éviter une déception potentielle. Et on l'observe souvent chez des personnes qui ont eu des événements chaotiques ou imprévisibles dans la vie précédente, mais pas seulement. On voit par exemple la difficulté de choisir, qui se retrouve souvent dans voilà, la peur de l'échec, qui peut se traduire là par la peur de faire le mauvais choix et qui finit par paralyser complètement l'individu, sachant que cette peur du mauvais choix, elle va aussi avec la difficulté à renoncer à l'autre choix. Donc c'est aussi, Freud me dirait que c'est aussi le refus de la castration. Mais Jung intègre aussi la Mais, pensée de Freud, évidemment, vraiment, bien sûr. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que toi tu en penses, que dans l'inconscient, les forces pour rester en sécurité sont vraiment essentielles, et que la sécurité, c'est ce qu'on connaît déjà, même quand ça nous fait souffrir. C'est ça aussi, hein, la peur de l'échec. Alors, la sécurité, c'est indispensable. On a tous besoin de garder une sécurité. Mais si on reste jusqu'à la sécurité de l'utérus maternel ou à peu près, sans faire un certain nombre de sacrifices, on ne peut pas avancer. Un chapitre bien connu de Jung sur le sacrifice que je ne peux que vous encourager à lire si vous avez envie d'approfondir Jung. C'est dans les métamorphoses les métamorphoses de l'âme et ses symboles. C'est ça, oui. Comme il y a eu plusieurs titres différents, oui. Voilà. Métamorphose de l'âme et ses symboles, c'est le chapitre 5. Ou, oui, c'est le numéro de la page. Non, je n'ai pas le numéro de la page. Ça s'appelle le sacrifice, c'est vraiment très important que oui, ce sacrifice positif. Pour progresser, il faut accepter de se couper de certaines choses. La volonté de tout garder, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, ça ne permet pas d'avancer. Et c'est une base de l'autosabotage, de ne pas sacrifier quelque chose. Et de rester même dans une sécurité qui nous fait souffrir
mais qui reste relativement confortable, bizarrement confortable en tout cas. Enfin, voilà, hein. Mm. Alors, la peur du succès, on en a un peu parlé tout à l'heure aussi, je pense, sur justement ces questions de trahison, cette crainte de trahir sa famille, son origine éventuellement, ou bien de menacer nos relations. Il y a aussi beaucoup de gens qui effectivement restent dans un espace un peu petit, mais dans cet espace-là, là encore, ils sont en sécurité. Si effectivement ils ont trop de succès, ça va entraîner de l'envie, ça peut entraîner du ressentiment de la famille, des proches, dans des couples aussi, ça peut être compliqué. Et donc il y a aussi là comme des injonctions de l'environnement de dire reste tranquille, reste là et surtout On le n'aie voit, pas, n'aie pas trop de succès, on le hein. voit aussi chez les salariés qui se disent, ah, mais je ne peux pas faire ça à mes collègues. Mm, Hein, ça va leur donner plus mm, de travail. Et qui je suis pour prétendre passer à un niveau supérieur mm. au leur? Et ça peut jouer dans beaucoup de cas Oui, de ne pas vouloir, d'une certaine façon, trahir ses collègues oui. aussi. Et ça aussi, ça peut être pris aussi dans les relations de fratrie, hein, très, là aussi relativement archaïques. Les relations avec les frères et sœurs, qu'on soit l'aîné, qu'on soit le cadet, on ne va pas non plus empiéter sur les autres. Faut pas être plus aimé. Hein, faut pas être plus aimé, absolument. Et tout ça se rejoue de façon extrêmement inconsciente aussi dans les entreprises, de façon très très forte. Alors voilà, on revient sur les comportements aussi, alors là très très autodestructeurs, de toxicomanie par exemple, ou bien d'autres choses un peu plus douces quand même, mais qui servent d'excuse aux échecs et qui permettent d'attribuer le manque de réussite à des facteurs externes plutôt qu'à nos propres lacunes ou à nos propres insuffisances. Et ça, c'est vrai que c'est très très important. Oser essayer de réussir, quelle que soit la réussite, hein, ça peut être des choses, c'est pas forcément des choses grandioses, mais oser essayer de réussir, c'est aussi évidemment se confronter à l'échec. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la question du sacrifice, sacrifier une image de soi éventuellement, ou être assez solide en tout cas pour pouvoir le supporter. Et certaines personnes, au début en tout cas d'une thérapie par exemple, ne sont pas assez, leur moi n'est pas assez solide pour pouvoir supporter un échec. Mm. Alors, tout ça nous ramène à toute cette question des conflits intérieurs qui ne sont pas résolus et qui nous pourrissent la vie à tous. Mais en même temps, c'est la base de la psyché humaine. Ben oui, c'est, voilà, bon, si on parle dans le langage courant et non pas forcément en termes jungiens de complexe, etc. Et voilà, nos désirs conscients entrent en conflit avec nos peurs inconscientes et ça induit des comportements qui sapent nos objectifs. Alors, on voit un exemple euh, très fréquent. C'est le syndrome de l'imposteur, on l'avait mentionné tout à l'heure, hein, c'est une peur d'être démasqué comme imposteur qui empêche de pleinement assumer ses réalisations. Alors bien sûr, en termes jungiens, donc, hein, on analyse ces conflits comme résultant des complexes individuels et des tensions archétypiques sous-jacentes. Par exemple, puisque là, on n'est pas dans un format qui nous permette de rentrer dans le détail, mais un complexe qu'on appelle de puer aeternus, c'est-à-dire en gros un Peter Pan, qui est caractérisé par l'élan spirituel, l'aspiration vers le ciel, mais aussi un refus d'incarnation, un refus des limites, de la maturité, et presque de la réalité, hein, peut provoquer une peur de l'engagement. Et ça amène la personne à saboter toute tentative de stabilisation ou de croissance. Un autre complexe fréquent, hein, c'est le complexe de héros surdéveloppé, où la personne est tendue de façon très unilatérale vers la conquête. Mais par contre, des aspects plus en lien avec les complexités ignorées de l'inconscient sabotent ce processus, en ce moment le doute, la procrastination ou la confusion affective. Alors, pour terminer sur une note plus pratique presque, hein, et peut-être aussi pour voir un petit peu l'espoir et comment est-ce qu'on peut ouvrir quelque chose dans ces conflits, euh, on peut se dire aussi que l'autosabotage, comme beaucoup de symptômes en fait, est en fait une compensation de l'inconscient qui vient corriger une attitude trop unilatérale du moi. Ça, c'est vraiment la base quand même de la pensée de Jung, c'est de regarder le symptôme comme étant
une compensation d'une attitude unilatérale du moi, et l'inconscient envoie quelque chose pour essayer de créer d'autres équilibres. Il ne s'agit pas alors d'un ennemi intérieur, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il faut seulement le regarder, mais comme un appel vers la totalité, c'est-à-dire vers le processus d'individuation. Et à ce moment-là, les différents échecs, les blocages deviennent signifiants, porteurs d'un message qui dit quelque chose. Et je laisse Brigitte vous dire ce que pourrait nous dire ce message de l'inconscient. Oui, alors on ne sait pas a priori de façon générale qu'est-ce qu'il peut nous dire, mais effectivement, on voit, c'est d'ailleurs toute la psychanalyse est dans cette logique-là, c'est qu'un symptôme, c'est d'abord une tentative de guérison de l'inconscient, hein. Et que donc, comme Sophie le disait, le blocage, il est signifiant. C'est même une tentative de guérison, mais par contre, qui est engluée dans la répétition et qui ne permet pas d'avancer. Et donc, il importe, par rapport à cette attitude unilatérale, de se demander quelle valeur psychique a été négligée, ce qui peut quand même souvent demander l'aide d'un thérapeute. Voilà pour ce premier thème d'actualité. On espère que ça vous a intéressé. On en fera d'autres. Et puis, il y a la totalité de la médiathèque du groupe Jung pour approfondir toutes ces notions-là. Il y a plus de 600 conférences, donc n'hésitez pas à les regarder sur l'ensemble de ces points, les complexes, etc. Il y a forcément des conférences qui vont vous intéresser. Merci beaucoup. Voilà.